Alors David, aujourd'hui, tu es un des pionniers en fait de la VR. Tu as commencé pas simplement dans l'industrie, mais aujourd'hui chez Dassault Systèmes, quel est ton rôle? Bonjour, oui, je vais répondre. En tout cas, je te remercie pour ton invitation. Oui. Et je remercie ma femme Virginie de s'occuper de nos 3 petites, les emmener à l'école, parce que ça me permet d'être ici avec vous. Moi, je viens en fait du monde de la création, même très artistique. J'ai bossé 8 ans auprès de Maurice Benayoun, entre autres, à faire des installations interactives pour des musées, des parcs à thème, et des lieux où le public pouvait justement interagir avec du digital, déjà immersif, entre les années 95 et 2002. Donc, c'est l'illustration de ce dont parlait hier le directeur de la stratégie de Dassault Systèmes, c'est de l'imaginaire que vient l'industrie. En tout cas, il vaut mieux commencer dans le monde de l'imaginaire pour après comprendre et maîtriser ces choses-là dans l'industrie. Je pense que c'est plus facile que dans l'autre sens, parce qu'on a l'esprit peut-être un petit peu plus ouvert. Mais de manière plus globale, oui, ce que disait Sébastien Massari hier est clair. En fait, les mondes aujourd'hui de la création digitale ou de la création d'objets qui finissent dans le monde réel, donc plutôt le monde de Dassault Systèmes, sont en train de se rencontrer de manière très très forte, parce qu'on ne peut pas concevoir une ville, un immeuble, sans en fait réfléchir à comment on y vit, comment on se projette justement dans cet espace-là et ce qu'on y fait. Et donc c'est bien la matière première, c'est bien l'imaginaire. Et Dassault Systèmes travaille depuis longtemps avec des philosophes et des personnes qui nous accompagnent justement dans cette réflexion, qui n'est pas technologue, comme peuvent l'être celles des grands acteurs américains, voilà, mais vraiment sur comment on vit en fait et l'expérience du vécu. Je voulais insister sur l'industrie parce que le sentiment en général, c'est qu'il n'y a pas d'écosystème pour l'immersif, alors que quand je regarde l'activité de Dassault Systèmes, c'est quand même une société qui fait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même une société qui vaut 63 milliards en bourse et qui est un des acteurs majeurs de la transformation en général. En fait, pourquoi l'industrie n'est pas reconnue? Est-ce qu'elle s'est trop cachée ou est-ce qu'elle a d'abord été dans des laboratoires? Reconnue dans le monde de la réalité virtuelle? Dans le monde général, la perception générale, par exemple des journalistes. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu sale, c'est un petit peu, c'est pas très noble. Pas encore. Pas encore, mais parce que peut-être que jusque-là, on n'avait pas donné complètement les moyens aux créatifs, aux designers, aux gens qui pensent le monde, justement, qui sera après fabriqué. On leur avait pas assez donné les moyens de s'exprimer et donc de donner à vivre plus tard des espaces beaucoup plus humains, beaucoup plus vivants, beaucoup plus expérientiels. Et c'est peut-être ça. On va t'écouter dans cette présentation. Je vais t'interrompre. C'est un dialogue, c'est le principe, parce qu'on ne parle pas simplement, disons, aux initiés, on parle aussi à une audience qui est très large, qui découvre. Oui. N'hésite pas. Voilà. N'hésite pas. Alors, tu es évangéliste? Oui, ça c'était mon Twitter, en fait, quand j'ai commencé à ouvrir mon compte. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à promouvoir, en fait, ce qu'est l'immersive virtuality. J'expliquerai un peu comment je l'écris, mais en gros, en quoi ces technologies immersives apportent de la valeur et de l'intérêt pour leurs utilisateurs et pour l'industrie qui les utilise. Donc j'ai beaucoup évangélisé dans mon parcours. Puis c'est un nom qui existe beaucoup dans les sociétés américaines. En France, c'est moins courant. Yes. Continue. Indeed. Oui, donc je vais passer très très rapidement, mais vous irez voir Zeda. Donc ça, c'est la partie où tu as été créatif. Voilà, j'ai travaillé pendant 8 ans. C'était vraiment dans l'audiovisuel ou dans la création Pas de prod 3D, on faisait des films d'animation et beaucoup de temps réel. Et puis à un moment, on s'est dit, mais oui, le temps réel, on peut aussi le faire. Et tu es ingénieur aussi quand même? J'ai une double casquette, j'ai une formation effectivement d'ingénieur. Supélec. Mais j'ai aussi fait un DEA et un master recherche et une thèse que j'ai finalement pas soutenue en esthétique, sciences et technologie des arts à Paris 8, à ATI, une formation géniale qui justement forme des cerveaux un petit peu mixtes, qui font des bonnes passerelles entre justement les créatifs et les techos. On voit toute la création que tu as faite. En tout cas, une partie de celle. Voilà, donc ça c'est quand? C'est dans les années. Donc c'est début des années 94-15 par là, jusqu'à 2002 et quelques. Et comment se fait la bascule vers l'industrie? Ah oui, bonne question. En fait, dans cette petite boîte Zeda, on avait développé de la technologie qui permettait de réduire en gros diviser par 2 le prix d'un système Cave, donc ces grandes salles immersives, on en voit une là où il y a écrit SAS Cube Zeda. Donc ces grands systèmes-là nécessitaient une grosse machine très chère et nous on a un peu inventé le Cave sur PC avec 4 PC en gros synchronisés. Et ça a plu à Dassault Systèmes? Ah non, ça a plu à Virtools. Ah, Virtools. Donc Virtools c'était un peu le Unity des années 2000 pour ceux qui connaissent, c'était un moteur de jeux vidéo et en fait on a créé ce premier moteur de jeux vidéo capable de faire de la VR qu'on a co-créé, marketé ensemble entre la petite boîte Zeda et Virtools et puis la petite boîte Zeda a connu des aléas financiers indépendants de ce que moi j'y faisais. Et finalement, j'ai rejoint Virtools comme chef de produit. Je me suis devenu éditeur de logiciel. Et un an ou 2 plus tard, Dassault Systèmes a racheté Virtools. D'accord.
Donc c'est une des briques qui a permis à Dassault Systèmes de prospérer, quoi. Bon. Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment, mais ce n'est pas forcément super intéressant. Aujourd'hui, donc moi, j'ai créé une activité d'innovation ouverte chez Dassault Systèmes autour des technologies immersives. Ça s'appelle le Ivy Lab. Et cet Ivy Lab a fusionné ou a rejoint en fait le 3D Experience Lab, qui est le grand lab d'innovation de DS. Dans lequel DS, c'est Dassault Systèmes. Ouais, c'est Dassault Systèmes. C'est histoire de ne pas dire Dassault, évidemment. On ne fait pas des avions, mais d'accord. On fait des logiciels et solutions sur le cloud. Je ne suis pas tant là pour vendre ça. J'avais prévu de vous parler un petit peu de la FXR. Oui, je t'en prie. C'est le bon moment ? Ouais. La FXR, c'est une association, c'est la grande association française qui fédère donc les utilisateurs, les acteurs des technologies immersives et de leurs usages, qui regroupe une dizaine de collèges, qui est vraiment représentatif de toute la profession. Et tu la diriges, co-diriges ? Je l'ai co-créée. En fait, c'est la fusion entre l'AFRV, qui est une ancienne association qui était plutôt scientifique et industrie, et UniXR, qui était plutôt nouveaux médias, 360, storytelling, et plus le monde ici de l'industrie créative et culturelle. Donc tout ce petit monde, on a fusionné, et j'en suis un des animateurs importants. Donc, juste, d'abord, je voulais te remercier puisque tu fais partie des partenaires professionnels de Merci. Voilà, on se auto-congratule avec PXN et le Media Club. Et ça a été un élément important pour nous puisque ça nous a permis justement de trouver, de rencontrer beaucoup des acteurs qui viennent d'autres univers pour justement faire évoluer les perceptions. Donc on aura, je pense, l'occasion d'en parler plus tard, notamment au CITEM. Absolument. Donc, oui. Alors allons-y, parce que cette introduction tourne. était importante. Elle est importante parce qu'elle permet de bien situer d'abord ton cheminement, de situer aussi ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que l'industrie sait récupérer, agréger, et le leader, qui est Dassault Systèmes, a en fait su prendre l'imagination là où elle était pour développer ces outils dont on va parler. Ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment d'essayer d'explorer justement les cas qui permettent de comprendre la puissance de ces outils industriels. Allons-y. Allons-y. Voilà. Alors, je vais faire un peu une approche un petit peu professeur. Pas trop. Pas trop. Pas un trop petit professeur, un petit peu. Mais en tout cas, je voudrais vous essayer de définir. Hier, il y a eu quelques tentatives, j'ai pris des notes d'ailleurs, pour essayer de définir c'est quoi l'immersion. Et donc nous, depuis longtemps, on a une définition assez précise, à la fois dans le monde académique et puis dans les professionnels, en fait, qui pratiquent ces technos depuis de nombreuses années. Et en gros, s'il fallait définir ce qu'est l'immersion, alors nous on l'appelle l'immersive virtuality, IVY, bon, peu importe comment on l'appelle, ça serait l'immersion virtuelle. Une immersion virtuelle. En français. Voilà. Et si possible, on reste IV. Cette boucle action-perception, cette boucle sensorimotrice, c'est quelque chose de clé. C'est-à-dire que quand je suis, par exemple, avec un casque, ou dans un cave ou dans n'importe quel système, quand je bouge la tête, je fais une action, l'expérience comprend et sait que j'ai bougé la tête, l'expérience réagit, et je vais percevoir, en fait, une nouvelle image qui est décalée, qui est le résultat de mon action. Et donc ça, c'est une boucle fermée. Et c'est quand même très particulier. Et c'est une boucle fermée, si elle est très rapide, quelques dizaines de millisecondes, 20, il va se passer un truc très particulier dans le cerveau. Et ce qui se passe de particulier dans le cerveau, c'est que la partie profonde, donc le cerveau limbique, le cerveau reptilien, toutes les zones de notre cerveau qui sont en charge de la partie sensorimotrice, justement, sont activées. Mais ce n'est pas uniquement la partie sensorimotrice, c'est aussi toute la partie émotionnelle, toute la partie limbique, donc le siège des émotions, et aussi le siège de la mémorisation, par exemple, ou le siège de décisions qui sont extrêmement rapides. Roland Jouvent, que je cite souvent ici, parce que dans son bouquin « Le cerveau magicien », que je vous recommande vraiment, lui prend cette métaphore du cheval et du cavalier qui me paraît très appropriée, pour dire qu'en fait, notre cerveau profond, c'est un cheval qui réagit, qui agit sans se poser trop de questions, mais qui est très animal, justement. Et le cavalier, c'est notre néocortex, c'est notre capacité à réfléchir, à raisonner, à structurer, à rationaliser, etc., vient donner des instructions, mais il ne contrôle pas complètement le cheval. Pour ce que tu dis, c'est que la force de la réalité virtuelle et de beaucoup de dispositifs immersifs, c'est donc de parler au cerveau profond. Exactement. Au cerveau qui réagit avant celui qui est. Et donc ça donne aussi une idée de la puissance de ces outils, puisque finalement on s'adresse à nos tripes un peu, à nos réactions instinctives, autant qu'à notre perception rationnelle. En tout cas, avant notre rationnel. Et il y a des choses qu'on sait faire au cheval. Par exemple, hier, on a entendu HypnoVR, qui utilise la technologie de VR pour faire de l'hypnose. C'est parce que la perception venue du casque, en l'occurrence,
va directement endormir celui qui l'écoute. Alors, c'est pas vraiment endormir, je pense, c'est plutôt un état de conscience modifié. Ouais. Mais cet état de conscience modifié, d'une certaine manière, il éteint le néocortex et la raison qui va dire oui, je suis en train d'être opéré, donc on est en train de me charcuter, donc ça va me faire mal. En fait, il se laisse embarquer et le cheval vole. Donc, cette vérité-là qui est importante pour toi, elle est clé dans ce qui se passe dans l'industrie, parce que c'est une des raisons pour lesquelles c'est un formidable outil de formation, par exemple. Exactement, et de marketing, et je vais y venir. Ouais. Mais donc en gros, grâce à cette boucle fermée et du fait qu'on est en mesure de stimuler la partie profonde du cerveau, on crée une surface de contact en fait, entre l'utilisateur et le virtuel qui est bien plus grande que ce qu'on aurait avec on va dire un dispositif non immersif. Et en fait, pourquoi on fait tout ça ? Un petit peu de contribution théorique, mais je vous laisse regarder pas trop. Dis-nous. C'est qu'on crée de la présence, en fait. Ce qui est très important quand on fait de la VR en particulier, ou de la R avec ce qu'il faut de... La réalité virtuelle, donc voilà, avec des casques, ou de la réalité augmentée. Ou AR, réalité augmentée, je me slide là-dessus, c'est qu'on crée de la présence. Et la présence, c'est quelque chose justement qui est étudié par les scientifiques depuis des années. Et c'est pas anodin, il se passe vraiment des choses. Miles Slater, googlisez-le, c'est le grand pape de ce sujet. Ce que j'ai trouvé de toute façon dans toutes nos discussions, non seulement préparatrices, mais aussi dans toutes les discussions avec la FXR, c'est qu'on comprend à t'écouter qu'il y a eu des dizaines d'années de recherche, qu'il y a des laboratoires, qu'il y a des scientifiques, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher et d'analyser tout ce qui se passe. Ah mais oui. Et c'est ce qu'on partage aujourd'hui pour donner le décor et le cadre. Alors justement, là on voit un petit peu de wording, hein, voilà, ouais. mais en fait la réalité mixte, c'est pas un truc que Microsoft a inventé il y a quelques années en sortant l'HoloLens. En revanche, ils surfent sur la confusion de façon très habile, mais en gros c'est tout un continuum qui a été théorisé en 1994. Et donc aujourd'hui on parle beaucoup de XR pour whatever R, que ce soit AR, VR, NR. Alors ça c'est une des caractéristiques de l'industrie, c'est que autant dans le monde culturel, on va insister sur la perception, le grand palais immersif, on va insister sur l'individu, parce qu'on parle, je dirais, le langage du grand public, et de l'émotion. Dans l'industrie, à la fois parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, et aussi parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, il y a une réalité de classification, d'expérience. Disons qu'effectivement, les scientifiques aiment bien structurer la pensée, parce que ça aide à la cognition, par définition. Et donc oui, on utilise des mots qui sont assez précis pour être sûr de bien parler de ce qu'on parle. Nous, on avait choisi Immersive Virtuality chez Dassault Systèmes pour parler vraiment de ce qui se passe du côté de l'utilisateur, et donc parler d'immersion, comme ce que tu utilises dans le kiff, le I du kiff. Ouais. Donc vraiment le ressenti. Et sinon, tous les XR, c'est de la technologie. C'est ça, ce sont des acronymes inventés, souvent déposés. Mais non, justement. D'accord. Bon, continuons parce que si. Alors, on parlait tout à l'heure d'un peu d'histoire, hein, parce que tu disais ça fait 10-15 ans que les gens s'intéressent à la VR dans le monde scientifique. En fait, c'est beaucoup plus ancien que ça. Dans les années 90, on avait vraiment déjà des pionniers, donc plutôt dans les centres de recherche académiques ou régionaux, qui avaient investi des très grands systèmes, des caves très chers, qui coûtaient des millions d'euros, parce qu'ils voulaient étudier en quoi ces techno-immersives pouvaient apporter quelque chose dans le monde de l'industrie. Donc les années 90, continuons. Dans les années 2000 et quelques, les industriels comme PSA, par exemple en France, ont commencé à s'équiper eux-mêmes de grands systèmes très chers, qui avaient réduit leurs coûts d'ailleurs, parce que les PC sont arrivés, etc. Et il y avait des business units dédiés pour traiter en fait des problématiques. Enfin, il y avait un centre d'innovation immersive pour traiter les problématiques des business units qui venaient avec leurs données et on verra pour quel genre d'usage. Et puis sont arrivés les casques portés par le marché grand public, Oculus, Vive, donc Vive surtout parce que vraiment penser B2B, corporate, etc. Et qui ont commencé à permettre des déploiements à des coûts réduits par 100. En gros, un cave, l'unité, c'était le million. Là, on s'équipe avec des systèmes où l'unité, c'est une dizaine de milliers en prenant une très grosse bonne machine. Donc c'est là où on sort du laboratoire, on va dans l'industrie, où en fait, on commence à pouvoir déployer. Labo, industrie très spécialisée, industrie beaucoup plus démocratisée, où c'est directement les business units qui viennent s'équiper sans passer par l'IT. Le sous-titre de cette discussion, c'est les défis industriels de l'immersion, dans les deux sens, c'est-à-dire à quel moment l'immersion devient un outil industriel et aussi le défi qu'elle va poser, on en parlera tout à l'heure. Donc là, effectivement, ça devient un outil industriel au milieu des années 2010. C'est-à-dire pour faire de la formation, pour faire... Eh bien, on y vient. Voilà, allons-y. Et je vais zapper la prospective. Mais en gros, demain, on va voir le cloud, les marketplaces et en fait des déploiements qui vont être vraiment pour tout le monde, quoi. Ok.
On en parlera beaucoup dans le kiff, mais c'est important de voir que ça a déjà été anticipé. Mais oui. Je vais utiliser ce modèle, je regarde tout le temps là, mais c'est pratique, mais pour expliquer un petit peu pourquoi et comment en fait on déploie ces systèmes, enfin, ces expériences. Et en gros, si on prend l'humain comme un système, il y a des entrées et des sorties au niveau plutôt de son cerveau et de son corps. Et donc, en fait, on fait rentrer des choses dans le cerveau, des concepts, on fait sortir des insights, des idées, des inspirations, et tout ça à travers une boucle, une expérience qui est aussi simple et naturelle que la réalité. Voilà, s'il fallait définir en fait ce qu'on fait, c'est ça. Et on va voir dans les différents usages, le long du cycle de vie du produit, comment tout ça, ça se décline. Donc ça, c'est quelque chose de très générique. N'importe qui dans l'industrie commence à réfléchir à quoi sert, qu'est-ce qu'on va faire comme produit, à quoi ça va commencer à se ressembler, première phase. Après, on passe à des modes de développement et de simulation du produit. Puis, on fait du manufacturing, on développe les outils de fabrication. C'est pas après, en fait, c'est en parallèle, hein, bien sûr. Donc ça, c'est un des éléments clés de l'immersion pour l'industrie, c'est qu'on sait aujourd'hui mesurer ce qu'elle fait gagner en temps de développement, en temps de fabrication des produits. Ce que Sébastien Massard m'a raconté quand on préparait, c'était effectivement dans Dassault Systèmes, c'était des ingénieurs qui ont commencé à se poser la question de la fabrication d'un avion, et dans les années 70, on décidait qu'on pouvait faire de la 80, on pouvait faire de la simulation plutôt que de faire de la soufflerie, ou en tout cas ils ont virtualisé. Voilà, ils ont virtualisé les essais. Voilà. C'est de là d'où Dassault Systèmes a commencé à devenir une activité indépendante de l'industrie d'aviation traditionnelle. Exactement, et adresser bien d'autres industries en adressant. Donc c'est la simulation dans plusieurs étapes de la fabrication d'un produit. Oui, exactement. Donc oui, on fabrique, et puis il faut promouvoir, vendre, et après il y a toute la partie maintenance, after sales et compagnie. Donc ça c'est très générique. Et ce que nous on a commencé à essayer de théoriser et d'expliciter, c'est un peu ce que je vais vous montrer, c'est finalement il n'y a pas 10 000 cas d'usage. C'est des cas d'usage qu'on va retrouver à différents moments du cycle de vie, mais qui en fait sont basés sur la même proposition de valeur. Allons-y directement parce que là, tu veux nous dire les 6 essentiels et puis on va rentrer dedans parce que là c'est typiquement le genre de slide. Voilà. Alors quels sont les... Voilà. Donc le premier c'est la conception, en gros le prototypage. Donc attends, tu vas trop vite par rapport au slide. Je vais te laisser le clic. Non, vas-y. Non, c'est parce que, comme c'est en anglais, il faut toujours faire attention. Up Thinking and Design, c'est la conception. Donc voilà, ça c'est la conception amont. Après, dans la partie engineering et simulation, donc quand on commence à sortir des outils vraiment de CAO qui permettent de concevoir et puis après de fabriquer. Les pilotes, les prototypes. Les prototypes sont plutôt dans le Up Thinking and Design, et là on commence à rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'on va remplacer au début par exemple une animation qui dit voilà, la portière elle s'ouvre comme ça, par un rail sur lequel il y a un truc qui va dedans, un moteur, etc. Donc et ensuite la fabrication, je te pousse, la fabrication, pour que tout le monde voit le cycle. Manufacturing, c'est la fabrication. Voilà, donc c'est les outils de fabrication, comment on design et conçoit le poste de travail de la personne qui va être en train d'assembler ou de monter, etc. Et marketing and sales, c'est les ventes. Ouais, mais je vais y revenir. Et ownership, qu'est-ce que ça veut dire C'est la maintenance. D'accord, la maintenance. C'est le support. C'est en fait la fin de vie, en fait, c'est la phase où, effectivement... Et donc, l'expérience de Dassault Systèmes, c'est que toutes ces phases sont des phases où il y a maintenant de l'immersion. Exactement. Voilà, donc dans chacune de ces phases, on a des solutions qui viennent se plugger sur celles qui ne sont pas immersives, qui travaillent, typiquement ce qu'on voit là à l'écran. On était sur un outil de design très classique avec une tablette Wacom Cintiq, et là, la designeuse, elle commence à mettre son casque, à rentrer à l'intérieur de son design et à le modifier, à l'ajouter et à l'éditer en VR. Qu'est-ce que c'est comme produit là? Ça, c'est CATIA Natural Sketch. CATIA Natural Sketch, c'est le fameux système Dassault Systèmes qui permet de faire de la modélisation. CATIA, c'est le fameux système qui permet de faire de la modélisation. Et là, on est plutôt dans une solution dédiée aux creative designers. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent imaginer un produit, le modéliser et puis jouer avec.
Et après, on va continuer. Ce produit, il va être présenté en tant que concept. On va prendre des décisions dessus. Puis si on va dire go, c'est un produit qui sert à quelque chose, enfin dont l'expérience est intéressante, on va le designer. Donc c'est ça, un outil de vente interne, en fait. Oui, c'est ça. C'est plutôt que, enfin, on développe, on imagine, on fabrique. C'est bien de l'imaginaire que vient l'industrie. On fabrique, hein, et puis on teste ensuite. Voilà. Mais là, il y a une révolution qui est en train d'arriver. Alors là, qu'est-ce qu'on voit là? Donc, ce qu'on voit en haut, c'est une séance de créativité, de co-création chez CoDesignIt, qui est un de mes partenaires, où des groupes de travail ont comme job d'imaginer un nouveau produit ou un nouveau système, peu importe lequel c'est. Mais en fait, ils sont en train de travailler avec la personne qui a le casque. C'est un autre groupe qui travaille sur la prochaine session. Et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que dans les phases de conception de produits, grâce aux technos immersives, et à la VR en particulier, on va pouvoir inclure des populations qui jusque-là étaient exclues de la 3D. Et on en parlait un petit peu hier, le gap qu'il peut y avoir entre le monde des créatifs et le monde des ingénieurs, justement dans cette phase où le créatif va passer son concept au développeur du contenu ou de la bagnole, il est critique. Donc là, c'est la co-création, vraiment. Voilà. Donc là, on va pouvoir associer non seulement donc, des professionnels du design, mais aussi le public à qui c'est destiné, mais aussi les revendeurs du produit en question, mais aussi les employés de la boîte. Donc là, c'est bien la fameuse UX, User Experience. Donc voilà, c'est concevoir l'expérience utilisateur finale de l'utilisateur. Avant même que le produit ait été même fabriqué. Mais avant même qu'il soit modélisé par des designers industriels, où là, ça commence à coûter cher à faire. Ouais. Donc on est bien au cœur du gain de productivité et du gain tout court quand on développe des nouveaux produits grâce à l'immersif. En tout cas, on ne fait pas le produit, on l'imagine, on se projette dedans, on l'utilise sans l'avoir physiquement, puisque justement il y a cette faculté. On en fait l'expérience alors qu'elle n'existe pas, mais pour le cerveau elle existe, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et à partir de là, on peut tirer des conclusions pour éviter de faire un certain nombre d'erreurs ou trouver des solutions. Très précisément. Donc ça c'est vraiment le grand usage clé. Après, il y a un des grands usages qui est vraiment plus dans l'ingénierie, c'est ce qu'on appelle la capacité, understand complexity. Alors là, c'est un jouet, là? C'est une voiture en 3D? Alors, ce n'est pas une voiture jouet, c'est une vraie voiture qui a été simulée dans les outils de simulation, simulés en l'occurrence, et c'est le résultat d'un crash test virtuel. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses que la système commercialise, c'est des outils pour simuler, par exemple, un crash, ou par exemple des écoulements fluides d'aérodynamisme sur une voiture, ou simuler n'importe quoi. Et donc ce qui est possible grâce à ces technos immersives, à la VR, à la XR, c'est d'aller manipuler ce grand ce qu'on voit là, c'est l'impact d'un choc sur une voiture, et tout a été, les données, les datas ont été rentrées. Voilà, le calcul a été fait. Le calcul a été fait. Si la voiture roule à 200 km/h et qu'elle rencontre un objet, on va pouvoir simuler. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est en train de manipuler ce système-là peut le regarder sous toutes les coutures, dans tous les sens, parce qu'il a beaucoup de degrés de liberté. Donc c'est un peu comme dans la vraie vie. On est dans une pièce, on rentre, et puis, tiens, mais attends, c'est quoi ce truc? Et on s'avance, et on soulève un truc, etc. Et ça, c'est parce que précisément le cerveau, finalement, joue le jeu. C'est ce que tu disais au début. Il a l'impression, en fait, il joue le jeu, il est à fond dans l'immersion, si je veux dire. C'est ça, tu es dans le flow. Et c'est pas ta réflexion qui dit, alors attends, je cherche un machin. Alors souvent, je fais une équation. Voilà, souvent, c'est sous les fils que se trouve le problème. Donc, alors, je vais aller regarder sous les fils. Voilà, ça, c'est une approche, on va dire, cognitive, d'ingénierie. Ouais. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment le truc instinctif qui fait qu'on fait ci et ça par sérendipité, de façon très très spontanée. Et ça s'est révélé là aussi extrêmement productif, puisque j'imagine que tous ceux qui ont travaillé avec ces outils ont pu comprendre beaucoup de choses en faisant l'expérience. Voilà, et donc dans des caves, ça fait 15 ans que les gens observent des maquettes très très compliquées, par exemple de voitures, où il y a à la fois des câbles électriques, la soufflerie, la tôle, la garniture, et comme ils travaillent tous en parallèle... On comprend comment Dassault Systèmes gagne sa vie finalement. Vous vendez ces logiciels, ce système CATIA,
Et en fait, les industries gagnent énormément de temps, d'argent aussi, et développent beaucoup plus vite ou beaucoup plus fort des produits, font des expériences qui auraient été soit impossibles, soit très très coûteuses. Ouais. Voilà. Donc Voilà. Et la VR, je répète ça parce que ouais. je pense que c'est fondamental pour que tout le monde comprenne ce que cette révolution-là veut dire. Très concrètement, c'est des gains de productivité, une Voilà. puissance de développement de produits qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. C'est vraiment extrêmement... parce que si tous ces systèmes sont répandus dans l'ensemble de l'industrie, c'est l'industrie qui produit mieux, en tout cas qui peut-être... Exactement. Mais ce que maintenant on est capable de faire grâce à la démocratisation de ces systèmes-là, c'est de diffuser des versions enfin en tout cas immersives, qui rendent encore plus productifs en fait ces outils-là. Parce que c'était le sous-titre de cette séance, c'est plus productif, plus immersif, plus productif. Et toi, tu dis oui. En fait, on est aussi un peu un homme augmenté, quoi, en faisant ça. Ben, on a des super pouvoirs, d'une certaine manière, grâce au fait qu'on va utiliser d'autres parties de notre cerveau qui jusque-là sont peu sollicitées et qui sont beaucoup plus rapides. Des super-héros, quoi. Allez. On arrive à la partie formation, donc, qui intervient plutôt dans les cycles de manufacturing, de vente ou de maintenance. Oui, parce qu'en fait, il y a de la formation partout. Oui, en fait, une fois que le produit commence à exister, le produit ou la chaîne de travail ou n'importe quoi qui est en train d'être conçu, il va bien falloir, enfin, il est très naturel, de donner à apprendre à bien utiliser ce qu'on a conçu. Et donc, pour ça, il faut former. Alors, on forme grosso modo à deux choses, soit des gestes techniques, donc c'est ce qu'on fait par exemple, le cheval. Simulateur. Ah oui, non, mais dans tous les cas, ça va être le cheval. Hein. Là. Un simulateur de conduite, un simulateur de vol, c'est une machine compliquée à conduire, donc on fait des simulateurs pour appliquer des joints d'étanchéité, de la bonne vitesse, de la bonne manière, voilà. La plupart des pilotes aujourd'hui apprennent tous à voler sur des simulateurs. Et ils volent très très bien. Voilà. C'est pareil pour, par exemple, des ouvriers, des compagnons qui sont sur une chaîne de travail. On va leur donner à faire sur des simulateurs, soit pour le geste, comme je disais, mais surtout et beaucoup pour des séquences, des procédures. Parce que quand on assemble une voiture, encore une fois, il ne faut pas commencer par le boulon machin ni le boulon bidule. Et dans un avion, c'est encore pire parce que c'est extrêmement régulé. C'est-à-dire que la qualité et la conformité entre le plan qui a été certifié et ce qui est fabriqué doit être absolu. Donc il y a une chaîne de contrôle qui est extrêmement forte. Et donc, être accompagné dans une séquence à faire permet donc de la retenir. Et ce qu'on fait grâce à la VR, c'est qu'on fait rentrer cette connaissance dans le cerveau et elle va durer beaucoup plus longtemps pour les mêmes raisons qu'un TP, quand on est à l'école et qu'on dissèque une grenouille ou n'importe quoi. Faire un TP, engager le corps dans le processus, donc solliciter ces parties profondes du cerveau ou marcher quand on est en train d'apprendre. Ce qu'on voit là, hein, la personne là, est en train de vivre. Exactement. Et donc là, le cerveau enregistre mieux. Et il y a aussi une meilleure compréhension de l'ensemble du process et une meilleure mémorisation. Exactement, un meilleur transfert entre le virtuel et le réel, donc des gains de productivité aussi au niveau... Et le contrepart de ça, qui est plutôt de la réalité augmentée, alors là, c'est ce qu'on voit... Donc réalité augmentée, c'est j'ai un outil, un téléphone ou un écran. Forcément. Pas forcément. J'ai un monde réel dans lequel je vais rajouter de l'information qui est digitale. Donc dans cet exemple-là, on vient projeter sur une carcasse d'avion les instructions pour dire, voilà la rangée que tu dois remplir, voilà telle vis que tu dois visser, voilà quel couple tu dois mettre sur ta clé de serrage. Et du coup, on a une qualité de montage et une efficacité de montage qui est bien plus grande. Et pour l'utilisateur, une baisse de sa charge cognitive. Parce que ça, c'est très important. C'est que si on est tout le temps en train de regarder les instructions, puis monter, puis regarder les instructions, puis monter... Ça, c'est quand on fait un meuble Ikea. Et bien, c'est ça. Ça, c'est le meuble Ikea. Et bien, le meuble Ikea, ce que nous promet la réalité augmentée, soit projeté, soit le jour où on saura le faire à grande échelle avec des lunettes,
c'est d'avoir les instructions sur le meuble direct. Ouais. Et que le trou dans lequel il faut mettre la vis, il clignote, et on fait ça, et on sait que c'est là, et il nous dit c'est bon, et tu fais ça maintenant. Donc on a des chances de mieux... On se prend moins la tête. Donc on réduit la charge cognitive. Pourquoi? Parce qu'on est dans un seul contexte unifié de réalité et d'information. Donc ça, c'est extrêmement... ça, c'est un des très grands domaines de en pure déploiement. économie, c'est des gains de productivité, de la pénibilité au travail. Exactement, moins de risques musculo-squelettiques, de troubles musculo-squelettiques, oui. Donc là aussi, c'est pas des gadgets, quoi. Je le dis, je le répète. Clairement, et vous allez voir à la fin, je vais vous montrer ce qu'on vend. Je veux dire, nous, ça fait au moins 5 ans qu'on a des outils qui sont déjà dans l'industrie déployés, quoi. Et je vous parle de nous. Après, on est sur le cycle de commercialisation. Donc la première chose, c'est promouvoir le produit qu'on est en train de mettre sur le marché. Donc typiquement, une conférence de presse, une annonce, un salon, un événement, une expérience en ligne. Et là, ce sur quoi on va surfer, c'est le wow effect, clairement. Le wow effect est un outil industriel pour promouvoir en fait des produits, des solutions, parce qu'on va faire rentrer des messages clés dans la tête de l'utilisateur qui Alors ça, c'est un va le retenir. Sujet extrêmement sensible. C'est qu'effectivement, avec ces outils, parce qu'on n'est pas naïf, il y a un risque aussi de manipulation. Et oui. Elle est encore plus puissante. Elle est encore plus puissante. On y reviendra, c'est un sujet d'éthique. Alors on voit bien l'avantage pour l'éducation, on voit aussi les risques. C'est vraiment une manière de se donner le beau rôle en disant que ça sert à l'éducation, et il faut aussi avoir conscience, et ce sont des sujets notamment qu'AFXR travaille beaucoup, de l'engagement et des questions éthiques. Allons un peu plus vite parce que c'est si passionnant. Voilà. Et puis, dernière, la vente en tant que telle. Ce qu'on voit là, c'est comment la marque DS a déployé alors je crois qu'on a atteint le millier de concessions, en mettant dans leur lieu de vente, donc, un siège vide avec juste un casque. Et donc là, on est sur un fond vert parce que ça va permettre de faire la vidéo et de montrer comment ce qui se passe. C'est l'expérience à l'intérieur de la voiture. Voilà, donc on est dedans. Donc ça veut dire que quand on sera sorti des dispositifs aussi volumineux et lourds, j'irai chez un concessionnaire ou même je resterai chez moi et je mettrai la paire de lunettes Apple ou Facebook ou Oculus ou je ne sais pas laquelle, et puis je pourrai voir, comprendre. Donc et physiquement, j'aurai l'impression, comme celui qui apprend, d'être dans cet espace, dans cet habitacle. Exactement. Mais ça, c'est pas de la fiction, ça. Ça, c'est plus de 1000 concessions. Et on sait combien de personnes l'ont utilisé? Il y a 1000 concessions de Citroën, en fait, c'est ça? Oui, c'est DS. Enfin, c'est une marque du groupe PSA. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on a déjà basculé. C'est déjà une réalité. Parce que le retour sur investissement, il est évident. Et ça crée des mutations dans la société. Parce que, en gros, on a besoin de 4 mètres par 4 mètres et d'un casque. Donc, quelques mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir acheter des voitures dans un centre commercial ou dans un corner d'un supermarché. Tu as moins besoin d'avoir d'espace. Donc, tu ne vas pas aller en banlieue, parce que là, il y a de l'espace qui coûte très, très cher. Je voudrais te remercier d'avoir été un super pédagogue. Ce sont des sujets compliqués, on parlera du reste plus tard. Je voudrais appeler le CIRFAV, Denis Garcia et David Arnaud, qui vont nous rejoindre. David, est-ce que tu peux te pousser un peu? Mais bien sûr. Faire un peu j'ai le droit de déplacer la chaise. Oui, tu as le droit. C'est pour les axes caméra. Je ne vais pas me faire gronder. Non. J'espère que les axes caméra seront respectés. Donc je suis ravi de vous accueillir au KIF. Oui, merci de nous accueillir. D'abord parce que ça a été une super rencontre quand on a commencé à travailler avec la région Grand Est, quand j'ai appris qu'il y avait une société, une association, une organisation qui utilisait ces technologies dont on vient de parler pour à la fois former les nouvelles générations et aussi transmettre le savoir-faire qui est un savoir-faire extrêmement ancien, celui des souffleurs de verre. Et j'ai trouvé ça extrêmement symbolique de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que
j'ai envie de faire cet effet de contraste en disant, bon, on a entendu Dassault Systèmes avec cette version extrêmement puissante qui a été développée en 30 ou 40 ans, qui en fait le leader mondial. Et puis aussi revenir à une association, et je suis ravi d'avoir Denis et David avec nous. Ils sont aussi membres de différentes associations, ils ont une action comme ça extrêmement forte. Donc Denis, qui est le fondateur, racontez-nous un peu cette histoire. Merci de nous accueillir, effectivement, et c'est vrai que passer de Dassault Systèmes à une association 1901 basée dans un petit village de 550 habitants avec une forte tradition verrière, un centre de formation à peu près unique et qui se préoccupe de la sauvegarde des savoir-faire, de la transmission des savoir-faire et de tous les processus de formation qui qui sont nécessaires dans ce domaine-là. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment une vraie possibilité, enfin des nouvelles possibilités pour pouvoir enseigner, pour transmettre les gestes et pour travailler. Donc, du coup, effectivement, on peut revenir à des éléments extrêmement concrets de la nécessité qu'on a eue de se préoccuper de ces technologies-là. Quelques années antérieures, sur les outils numériques plus classiques aujourd'hui, qui sont les imprimantes 3D, etc., qui ont déjà révolutionné énormément nos approches pédagogiques et le contenu de nos formations, voire même l'esthétique de ce que produisent nos élèves. Et aujourd'hui, avec ces technologies-là, on a véritablement un champ nouveau pour arriver à créer, pour arriver à sauvegarder les gestes, pour arriver à les enseigner. Et donc, par nécessité, j'allais dire, on s'est vraiment préoccupé de tout ce que ça pouvait générer. Donc, on a commencé à travailler autour de tous ces outils-là. Alors, pas uniquement le soufflage de verre, même s'il est extrêmement emblématique, avec des fours qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365, dans des manufactures très... Donc là, on parle de savoir-faire qui sont séculaires. Ancestraux. Ancestraux. Oui. Ancestraux, c'est un des plus vieux matériaux de synthèse travaillés par l'homme, le verre. Donc le soufflage de verre, le vitrail, la pâte de verre, etc. Et on a toutes ces techniques qui sont présentes sur notre centre. Donc comment les enseigner, comment diffuser. Évidemment, il y a une histoire régionale ou locale. Il y avait des souffleurs de verre chez vous, comme il y en avait à Venise. Et puis ils ont transmis les traditions jusqu'au moment où l'industrie arrive et où cette tradition est en danger ou elle est... Oui, elle est en danger. Il faut identifier les savoir-faire, les modulariser pour pouvoir les enseigner, avoir des ressources humaines qui permettent d'enseigner, avoir du temps pour pouvoir enseigner, capter des jeunes qui vont se servir de ces techniques-là pour créer, parce qu'il ne faut pas dissocier la partie savoir-faire ancestrale menacée de la création. S'il n'y a pas de création, s'il n'y a pas d'exploitation nouvelle du matériau, à la limite, à quoi bon le maintenir en fait. Donc, c'est aussi de la création. Toute cette chaîne-là est effectivement présente. Je regardais tout à l'heure dans les slides qui étaient présentés combien à chaque fois il y a la notion de création qui intervient, pas uniquement la technologie ou les conditions, il y a la formation qui intervient. Et nous, on est dans un cadre où finalement, à une échelle artisanale, on convoque tous ces moyens-là et on les met en œuvre pour pouvoir performer notre système. Pour nous, par exemple, à terme, un jeune qui apprend le soufflage de verre, plutôt que de passer son temps devant un four à longueur de journée et apprendre un geste et sa précision, lui enseigner avec ces outils-là, avec des outils de réalité virtuelle augmentée ou peu importe, ça va être un gain de temps et une optimisation du savoir-faire. Quand en plus le formateur va pouvoir interagir avec lui, développer des systèmes de création associés, ce sera là aussi... donc la boucle sera bouclée, quoi. Évidemment, en fait. Donc moi, là où je veux insister, c'est qu'à chaque fois, le CERFAV a un centre de ressources technologiques également, donc on se préoccupe du matériau et de tous les procédés. Il y a des chimistes, etc., qui sont présents, mais on veut pouvoir avoir une entrée sur toute la chaîne, à la fois du matériau, des procédés, de la création, de la formation, etc. Mais à chaque fois, on agit par nécessité. C'est-à-dire que notre préoccupation, c'était de se dire comment l'utilisateur va se servir de ces outils-là, comment le formateur lui-même va intégrer ça dans ses propres modules pédagogiques et de quoi a-t-il besoin, quel retour il va faire avec ses propres élèves. Et à chaque fois, on a cette préoccupation-là et ce n'est pas par hasard si c'est un David Arnaud qui est aujourd'hui le chef de projet au CERFAV, qui est porteur de cela par passion personnelle, mais aussi parce qu'en premier et d'abord, il était formé comme souffleur de verre dans notre établissement.
vous avez été formé comme souffleur? Non, pas du tout. Moi, j'ai une formation de psychologue. Ah, Ça quand n'a même. strictement rien à voir avec ça. Donc, quand on voit des images sur le cerveau, etc., et effectivement, l'interaction humaine qui se joue à travers cette réalité virtuelle, c'est des choses qui sont parlantes. On voit bien que là, il y a un processus de médiation qui se met en place et qui nous préoccupe. Donc David, souffleur de verre qui va Oui, transformer la transmission. alors moi, oui, j'étais formé au CERFAV, donc sur une formation qui s'appelle Créateur Verrier, donc qui est financée par la région d'ailleurs. Donc moi j'ai un background d'école d'art, donc d'ailleurs ici à l'École supérieure d'art de Lorraine, donc moi je suis resté quand même ici sur un espace assez local, et donc j'étais formé au CERFAV, et après différents parcours un peu particulier, voilà, je me suis retrouvé à travailler pour le CERFAV avec Denis sur un projet très particulier qu'on a créé au sein du CERFAV qui s'appelle le projet Ghost. Et en fait, pour faire peut-être la liaison entre ce que Denis disait, les images qu'on voit, les pièces en verre, le soufflage de verre, pour faire la liaison avec les technologies XR, nous, ce qui nous intéressait vraiment par rapport à ce qui se développe aujourd'hui sur la question des technologies, c'est la question de la captation des gestes, qui est quand même une thématique, à mon avis. Alors, j'ai hâte de discuter de tout ça avec les gens qui sont ici au KIF, mais qui est quand même une thématique qui est extrêmement, technologiquement, qui est extrêmement intéressante et importante aujourd'hui. Et surtout pour nous et pour quelqu'un comme moi qui a, dans la réalité, alors je ne pose pas vraiment les deux, réalité virtuelle et réalité, mais pour quelqu'un... Donc tu vois, tu es déjà dans le métaverse en fait. Ouais, on va dire ça, peut-être. Non, mais c'est une vraie question. Pour Ouais, toi, c'est tu une vraie ne poses question. pas la réalité virtuelle. Non, en fait, et nos étudiants non plus. C'est une nouvelle génération qui est finalement née avec tous ces outils. Oui, et puis qui découvre ça. Moi, cette année, on a réalisé des formations. Alors, on n'est pas sur le système de Dassault, mais on a travaillé avec Medium pour de la sculpture virtuelle, pour produire des objets 3D qui vont être ensuite produits en réalité en verre. Et en fait, les étudiants avec qui j'ai travaillé, pour eux, à aucun moment ils se posent la question. C'est un nouveau média. C'est un peu, nous, on a de la cire, on a de on a de l'argile, la pâte à modeler, de la pâte à modeler. Et ben eux, en fait, ils voient ça comme un outil en plus. Ils voient ça en plus. Donc, ils font les deux. C'est pas parce qu'on va aller vers une technologie XR ou un outil comme ça qu'on va abandonner le passé, ce qu'il y avait avant. Non, en fait, ils vont se servir des deux. Et donc pour revenir au projet Ghost, moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de pouvoir utiliser ces technologies-là pour sauvegarder le patrimoine. Ça, c'était la première idée, enfin en tout cas pour pouvoir capter les gestes. Donc c'était Donc là, on est bien dans ce dont parlait tout à l'heure David, c'est la mémorisation, l'enregistrement de ces gestes et la transmission. Voilà, c'est déjà la première étape, c'est déjà de le documenter, c'est de pouvoir les capter, ce qui est déjà quelque chose d'énorme, parce qu'en fait, peut-être on peut passer. On peut voir un petit film, voilà, je demande à la régie, on a un petit film où on peut commenter. Donc on a fait plusieurs tests depuis 2019 en fait sur la question de la captation des gestes avec différentes technologies. Donc on a fait donc voilà, ça c'est une vidéo, donc c'est la société Vicon qui a très gentiment passé 3 jours avec nous dans nos ateliers. Donc là, vous allez voir, donc là on voit c'est l'écran, mais on a installé ça pendant 3 jours, donc tout un tas d'équipements avec des marqueurs pour pouvoir capter et voir ce que ça donnait. Donc nous, on n'avait pas du tout, c'est pas du tout notre métier. Donc là, c'est Jean-Pierre, notre formateur au CERFAV. Donc en soufflage de verre. Ils ont des outils de motion capture comme dans les films là. Voilà, c'est ça. Donc on a fait une séance de motion capture assez complexe en fait sur plein de points techniques. Mais vous allez voir après tout à l'heure, on a pu obtenir des données qui étaient quand même assez précises là. Donc ça c'est là aussi on est dans la data. Voilà, c'est de la la donnée. Vraiment dans cette histoire dont on parle depuis le début. La donnée, vous avez en fait filmé, enregistré les gestes. Voilà, donc c'est ce qu'on voit sur les plateaux hollywoodiens de cinéma, et on a capté de la donnée. Donc là, c'est juste un prototype, hein, c'est pas super joli, mais c'est une représentation. Donc là, je repasse, la vidéo est rapide, mais on a eu un autre projet avec la DRAC Lorraine aussi sur la captation des gestes et du patrimoine. Donc là, c'était un projet financé pour en fait, on a capté des gestes de vitrailliste. Donc ça, c'est notre formatrice en vitrail qui a été captée pour de la vidéo volumétrique.
Donc la vidéo volumétrique, vous voyez, en fait, c'est un fond vert. Ça aussi, c'est assez commun dans le cinéma. On va reconstruire en fait avec une algorithmique un peu spécifique chaque image qui est prise du mouvement et du geste, et on va reconstruire un modèle 3D qui peut être exploité ensuite dans des applications de formation en VR. Et là, dernièrement, on a travaillé avec, donc là, c'est aussi notre formateur au CERFAV. Donc tout ça se passe dans les ateliers du CERFAV. Frédéric Demoisson, donc, qui est souffleur de verre au chalumeau. Donc lui, c'est un des meilleurs ouvriers de France. Je t'interromps parce que ce qu'on voit là, c'est l'enregistrement des... Voilà, des mains. Si vous regardez, il a des gants. Donc il a des gants un peu spécifiques. Enfin, des gants avec des capteurs. Avec des capteurs. Donc c'est une société qui s'appelle Stretch Sense qui, toujours pareil, voilà, qui nous a prêté une paire de gants et, pour un peu mettre ça dans le contexte de nos ateliers, parce qu'il y a des choses qui sont... nos ateliers, eux, en fait, regroupent toutes les contraintes un peu particulières de chaleur, de température, d'optique, donc qui sont vraiment intéressantes pour le... En fait, on est dans un mélange de science-fiction et puis de métier de tradition, parce qu'en fait, tu enregistres la tradition et en même temps, ce que disait tout à l'heure Denis, c'est qu'il faut aussi apprendre les gestes, mais ensuite il faut pouvoir s'en libérer. Donc on fait d'abord l'enregistrement des gestes, et c'est avec ça qu'on apprend. Alors pour l'instant, actuellement en l'état, on est sur de l'enregistrement des gestes et on n'a pas encore construit quelque chose d'extrêmement formaté. On a une application, on a un proto, d'ailleurs on a travaillé avec Gilles Nepel qu'on verra dans la matinée là, et je le remercie pour le travail qu'il a réalisé aussi avec nous sur un serious game. Donc après nous, l'application c'est plutôt, on préfère parler didactic games, serious game c'est un peu problématique. Mais voilà, on a réalisé un serious game dans lequel on va pouvoir voir en fait les séquences de vidéo volumétriques que vous avez vues sur le vitrail. Donc c'est un outil qui va être utilisé dans notre centre de formation directement. On a fait des premiers playtests avec nos apprentis, donc qu'ils utilisent avec des casques de réalité virtuelle, et ça permet de transmettre un savoir. Ça permet aussi, dans des séances d'ateliers qui parfois peuvent être compliquées à mettre en place, où on n'a pas forcément beaucoup de place, où on n'a pas forcément tous les outils disponibles, de pouvoir avoir des séances à côté sur des temps un peu pédagogiques avec les étudiants. Donc ça, c'est vraiment une notion extrêmement importante. Un des points pour nous qui est important dans notre approche, à chaque fois, et c'est vraiment cette spécificité qu'on retrouve dans les métiers d'art, c'est d'arriver à capter le geste extrêmement précis, extrêmement fin. Et aujourd'hui, les technologies ne restituent pas encore exactement les données telles qu'on les souhaiterait. Et il y a vraiment des verrous pour nous encore à lever du point de vue des technologies pour arriver à faire ça. C'est un premier élément, dont le travail sur la précision des gestes, la rotation, les pressions, la répétitabilité des gestes est extrêmement importante. Et puis, aussi, les autres éléments sur lesquels nous, on a à se préoccuper, puisque nos fondamentaux, c'est bien la formation, c'est d'apprendre avec ces technologies-là, apprendre nos formateurs à apprendre avec ces outils-là et de faire en sorte qu'ils aient une attention eux-mêmes à l'exploitation de données numériques, de technologies XR, d'éléments de la réalité augmentée, etc. On pense par exemple au tailleur sur cristal qui pourrait avoir des lunettes sur lesquelles est projeté le quadrillage sur lequel il va venir faire ses biseaux et que ça suive la pièce dans tous ses contours. Aujourd'hui, il est obligé de tracer ça au feutre, il a des éclaboussures d'eau sur les lunettes en même temps qu'il le fait, etc. Et tout ça, c'est des éléments qui vont nous permettre d'aller progressivement vers le secteur de l'industrie qui se dit aujourd'hui, mais les gestes sur lesquels vous travaillez nous préoccupent. Ce n'est pas exactement les mêmes, mais on a les mêmes problématiques chez nous pour qu'un opérateur change un moule sur une production qui est en cours. Donc tous ces éléments-là sont vraiment des enjeux fondamentaux. Merci. Dernier point, il y a un certain nombre d'étudiants, et c'est comme ça aussi que j'ai découvert ce que vous êtes en train de faire, qui sont des étudiants de Sébastien Janvaux de l'université de Metz, Nancy-Lorraine. Ouais, c'est ça. Donc, sur la scénarisation, parce qu'ils apportent ce qu'ils ont appris en jeu vidéo, donc ils rendent ludique. La ludification. La gamification, c'est le travail, le gros travail qu'on a fait là les 6 derniers mois. En fait, le CERFAV a financé 2 stagiaires de la formation de Sébastien Janvaux. Et on a travaillé ensemble. Alors, on a travaillé aussi avec une thésarde, non pas une thésarde, une doctorante. Une doctorante, pardon. Donc là, c'est pour aller dans ce que tu disais tout à l'heure, vous prenez ces nouvelles générations qui ont l'habitude d'école
codes du jeu vidéo. Ouais. Et Oui, vous on utilisez utilise ces codes voilà, on utilise pour ces codes, enseigner finalement. ouais, ce média-là pour enseigner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que ça reste comme ça un proto, c'est vraiment utilisé dans nos formations, dans nos modules de formation. C'est intégré directement. Je vous remercie. On est un peu pressé par le temps. En tout cas, c'était extrêmement riche. Voilà. Merci à tous les trois. On va passer aux autres interlocuteurs. Merci beaucoup. Bernard Dubois et Frédéric Colomina. Oui, Frédéric va arriver. Il va nous rejoindre quand le micro sera installé. Bonjour Bernard. Alors moi, je n'ai pas de micro installé, je suis obligé de prendre le micro aux mains. Pardon, c'est parce qu'il y a eu des changements. Je suis désolé, pour des raisons de timing, Oui, c'est c'est un peu important. timing. Merci de me recevoir ce matin. Ben, c'est gentil d'être là. Et qu'est-ce que vous pensez de cette discussion C'est passionnant parce qu'en fait, on retrouve les problématiques sur lesquelles on travaille depuis longtemps à notre petit niveau, puisque Bernard, je suis co-créateur de SBS Interactive avec mon fils Simon. SBS est un éditeur de logiciels. Alors, je ne sais pas si on peut présenter la présentation PowerPoint, voilà. Donc, ça arrive. Voilà. Donc SBS, création en 2008. L'idée est née en 2007. Simon, à l'époque, alors j'ai co-créé SBS avec mon fils Simon. Pourquoi ? Parce que lui, il était à fond dans la réalité virtuelle. Il était en formation à Paris, dans une école de Paris, pour faire de la visite, la réalité virtuelle. Et c'est là où il s'est passionné pour la visite. Et à un moment donné, on s'est dit, OK, on va créer une société, SBS Studio Interactive, et qui s'est fait en fait l'objectif de travailler non pas dans la réalité virtuelle, mais de travailler créer en fait un moteur de navigation. Bonjour mon ami. Un moteur de navigation non pas dans la visite dans le monde virtuel, mais dans le monde réel. Et pour répondre à une problématique simple, qui est en fait comment rendre immersif un environnement réel. Là, on va parler on a beaucoup parlé de gérer des environnements virtuels à partir de produits dans l'industriel, de produits de la conception avant qu'ils ne soient donc fabriqués, avant qu'ils ne soient vendus, avant qu'ils ne soient exploités. Donc, on s'est dit, à partir du moment où le produit existe, comment fait-on pour s'immerger dans ce produit ? Alors voilà, c'est comme ça que l'idée est née. Et l'idée, eh bien, elle a donné un outil qui s'appelle Vision comme Visual Information System, qui permet en fait de s'immerger dans un environnement réel. Alors là, on n'a pas réinventé le fil à couper le beurre, puisqu'en fait, la technologie de base, c'est la visite virtuelle. Bon, ça existait, etc. Par contre, appliqué à des industriels, c'est quand même beaucoup plus complexe parce que ça nécessite effectivement des environnements et des technicités qui sont beaucoup plus précises et surtout une confidentialité. Donc en fait, tous ces outils dont on a parlé, finalement, sont aussi utilisés dans l'industrie. C'est pas de la maintenance, là. Alors, on va prendre quelques cas d'usage. Oui. Mais là, je l'ai appelé jumeau numérique 360 parce qu'aujourd'hui, le pendant dans le monde virtuel d'un objet, quel qu'il soit, d'un bâtiment, d'un sous-marin, d'un bateau, d'un avion, c'est ce qu'on appelle maintenant le jumeau numérique. Alors, qui comporte bien évidemment les éléments de maquette numérique, etc., toute la documentation, etc. Et nous, on s'est simplement mis sur la partie, jumeau numérique du réel, dans lequel on va pouvoir naviguer également, et qui, on va le voir tout à l'heure, et également doit interagir, et ça c'est un des défis aujourd'hui entre le monde virtuel et le monde réel, on le voit au travers de la réalité augmentée, c'est de pouvoir interagir entre le monde virtuel, tel que je l'ai conçu, avec le monde réel, tel que je l'ai fabriqué et tel que je l'exploite. Voilà, donc, et du coup, cet outil Vision se traduit là. Et en termes de cas d'usage, il y en a quelques-uns qui sont typiquement, effectivement, alors là, c'est la création, typiquement, on va les retrouver en réalité virtuelle, mais également dans le monde réel. Donc, on va visiter un environnement. Alors, prenons un exemple, on va le voir tout à l'heure, l'usine de La Hague. Je travaille avec Orano, l'usine de La Hague. Là, on est dans le nucléaire. Je suis dans le réel. Ouais. Et comment je fais pour former un premier arrivant ? Comment je fais pour, etc. Donc, déjà, comment je suis sur un bateau ? Comment je fais pour former mes marins ? Etc. Et donc là, on va pouvoir visiter cet environnement réel. Donc la formation,
je dirais, la visite virtuelle va servir de support. Alors, visite virtuelle enrichie, enfin tout ce que l'on veut, interactive, documentée. Ça va servir également à l'exploitation, donc en particulier à la phase de maintenance, parce qu'en maintenance, j'ai besoin de, effectivement, si l'objet sur lequel je dois intervenir est à 5 mètres de moi, j'ai aucun problème, j'ai pas besoin de le visualiser à distance. Et j'ai pas besoin, en fait, de m'immerger dans l'environnement, puisque cet environnement, j'y ai accès. Mais si je dois maintenir un bateau qui est à 3000 km de là, si je dois maintenir un sous-marin qui est à 3000 km de là, ou une usine telle que l'usine de La Hague ou une centrale nucléaire, où ce sont des environnements à la fois confinés et dangereux en tant que tel, ou susceptibles de l'être, eh bien, il est important de préparer l'intervention. Et donc, le monde réel, je dois m'immerger dans le monde réel, mais à distance. Voilà. Ouais. Et le partager. Voilà. Et puis, bien évidemment, il y a tous les aspects sécurité sur lesquels l'aspect sécurité est important. On travaille actuellement sur comment reproduire les informations, je dirais. Donc là, c'est un porte-avions. Voilà. Alors là, c'est pas un porte-avions, c'est un sous-marin. Sous-marin. Donc là, on est dans un sous-marin de la marine française. Alors là, je suis dans le sous-marin historique qui est en fait le redoutable au musée de Cherbourg, au musée de la mer à Cherbourg. Et là, je vais pouvoir le visiter si je clique sur la vidéo. Voilà. Non, je ne peux pas cliquer dessus. Donc il faudrait qu'on me lance la vidéo. Oui. Je vais simplement, voilà, si on veut bien. On va lancer la vidéo. Je ne sais pas si ça. Cliquant sur la vidéo. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc je vais pouvoir visiter. Je vais pouvoir interagir également. Alors, je suis dans le monde virtuel. Alors. Typiquement, ça se fait sur écran. Je ne suis pas sur un casque. Parce que, en fait, on est dans le monde réel, quelque part, j'allais dire. Et les intervenants, ceux qui font de la maintenance, ceux qui se forment, etc., ont besoin de partager, de voir sur écran. Mais ça, donc là, c'est toutes les pièces, en fait, à l'intérieur. Là, j'ai documenté, l'outil est documenté avec l'ensemble des informations qui sont propres aux équipements, propres au local également. Mais on pourrait imaginer que ça se passe dans un casque. Alors, ça pourrait bien sûr être dans un casque. L'intérêt de l'écran et de la tablette ou du portable maintenant, c'est que l'information est directement accessible. Ça, c'est un des défis effectivement de l'industrie par rapport à cette immersion, c'est qu'il est difficile de couper l'opérateur du réel. Et donc l'opérateur supporte très mal, on le voit bien pour la réalité augmentée également, l'opérateur accepte difficilement d'avoir quelque chose dans les mains. Donc une tablette, ça va encore, mais son attention doit se concentrer sur les objets réels. Voilà, quelques exemples. Un des autres défis, on va le retrouver là sur... Donc ça, c'est une centrale nucléaire. Alors non, c'est l'usine de retraitement. Ah, c'est le retraitement de La Hague. Orano. Là, c'est un des défis aussi de la virtualisation, de rendre virtuel le monde réel. C'est que là, c'est pareil pour un bateau. Si on prend le Charles de Gaulle, il y a 2000 salles. Il y a 2000 salles. 2000 salles dans le Charles de Gaulle. Dans une frégate multimission, il y a 700 salles. Là, je vais retrouver l'usine de La Hague. Orano l'a complètement virtualisé. Vous avez donc ces 300 000 mètres carrés au sol et 10 000 salles. 10 000 salles dans lesquelles je vais pouvoir intervenir et sur lesquelles je vais pouvoir visualiser. Ça, c'est très intéressant pour eux. Ça fait 5 ans qu'ils ont commencé à déployer cet outil-là. C'est qu'ils vont pouvoir préparer les interventions à distance en visualisant dans la war room de préparation. Les gens répètent, etc. Alors, on n'est pas dans le casque virtuel parce qu'aujourd'hui, c'est difficile effectivement d'interagir avec plusieurs casques. La réalité virtuelle. Mais on voit que ça va dans une direction. Voilà, on va dans une direction, mais pour l'instant, je dirais le grand écran. Dans la war room, il y a un grand écran et les gens répètent, visitent, passent d'une salle à l'autre, etc. Si on pouvait lancer la vidéo 30 secondes, ça permettrait de visiter un tout petit peu La Hague parce que vous ne l'avez pas vu, bien évidemment. Donc là, on fait une visite à l'intérieur. Là, je vais visiter. Voilà. Ça, c'est le plan, ça, c'est le tout plan ce qui est plus traditionnel. Alors, ça, c'est l'outil qui permet de visiter du plan et d'aller dans une salle. Là, je suis dans une des piscines de La Hague. Voilà. Vous n'avez jamais vu La Hague, mais voilà, je vous ai montré aussi l'usine de La Hague. Alors, on est dans le monde industriel. Toutes ces informations-là doivent être sécurisées parce qu'on n'est pas dans le grand public, on est vraiment dans le monde industriel. Il y a les droits de propriété intellectuelle, etc. Il y a la concurrence qui espionne, etc. Donc tout ça, toutes ces images sont publiques, bien évidemment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous montrais tout à l'heure le redoutable au lieu d'un sous-marin actuel, parce que notre grand client Naval Group n'autorise pas, bien sûr, la communication de ces images. Voilà. Donc ça, c'est pour la... De toute façon, ici, c'est à titre d'illustration, c'est pour que tout le monde suis simplement là mesure pour ce qui est en train de se passer. Et la problématique de dire, aujourd'hui, comment rendre immersif, et c'est la réponse à laquelle nous, SBS, on s'adresse, c'est comment rendre
virtuel, le monde réel. Alors, ce qui est assez comique, c'est que derrière, on nous a demandé de dire « Ah oui, mais on voudrait la même chose dans le monde virtuel ». Et donc, ça c'est la... voilà. Parce que le monde réel, c'est bien, on peut naviguer dedans, mais par contre, je veux organiser, et c'était Orano qui nous avait posé la question également, je veux évoluer dans le monde virtuel avec des choses que j'utilise dans le réel. Donc, du coup, on a créé ce showroom virtuel. Bon, la crise sanitaire est passée par là, bien évidemment aussi, avec tous ces besoins de travail à distance, de partage à distance, etc. Et donc, certains de nos clients, dont Orano le premier, et puis cette société EK Group, nous a dit, OK, voilà comment partager, comment créer un environnement virtuel à partir d'éléments réels. Et donc, c'est comment faire une exposition comme virtuelle à partir d'éléments réels, de documentation réelle, etc. Donc, on a utilisé cet outil-là, notre outil Vision, pour créer cet environnement dans lequel on va pouvoir évoluer. Alors, on le fait aujourd'hui au niveau industriel, mais dernier petit exemple, là, c'est l'école centrale de Nantes qui l'utilise aussi, outre la visite virtuelle de son école, développée sur l'outil, eh bien, on va pouvoir utiliser à l'occasion d'une exposition, à l'occasion d'une réunion, d'un séminaire, à l'occasion, etc. On va pouvoir créer cet environnement virtuel. C'est formidable dans tout ce que vous avez fait. Quel âge a la société? Alors, la société, elle va avoir créé 2008, donc elle a 13 ans. Voilà, donc on voit bien l'évolution dont parlait tout à l'heure David. C'est-à-dire qu'on est passé de quelques expériences visuelles à finalement on veut représenter à 360 et puis maintenant on veut représenter le réel en virtuel. C'est des choses qui ont été bien identifiées. Et on voit que c'est là pour durer. En fait, ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait qu'être utilisé parce que c'est efficace. Ça ne fait qu'être... Alors tout à l'heure, on parlait de continuum entre le virtuel. Alors si on parle de l'industrie, on va parler de la conception. On parlait de l'aspect créatif, donc on va parler de l'aspect de la conception, la création du produit à sa réalisation, à son exploitation. Donc on a parlé de continuum entre la réalité. Et donc la conception utilise l'outil non construit, donc virtuel, totalement. Et une fois que l'outil est construit, enfin une fois que le produit, l'objet est construit, il est réel. Donc, donc là, on va parler de, on va être tout le défi aujourd'hui, c'est d'assurer le continuum entre effectivement cette réalité virtuelle telle que je l'ai conçue et pouvoir interagir avec mon réel. Et on le voit bien. C'est Matrix, quoi. Voilà, sur le monde industriel, c'est vraiment. Alors, on parle de la réalité augmentée, ça c'est sûr. On parle, etc. Donc, toutes ces différentes réalités, en fait, n'ont qu'un seul objet, c'est de dire, ok, on gagne du temps parce que j'arrive à virtualiser et je gagne énormément de bénéfices. Mais une fois que l'outil est créé, il faut que je puisse quand même revenir, interagir entre mon outil et ce que j'ai conçu, les composants de mon outil. Si j'ai une machine, je veux voir comment organiser la machine à l'intérieur. Je veux la radioscoper, etc. Donc, et là, on va parler de réalité augmentée, on va parler de collaboration également, on va parler de jumeaux numériques. Donc tout ça, toutes ces techniques de l'immersion convergent vers différentes technologies et qui, elles, vont aboutir vers le fait qu'on va pouvoir en fait avoir une réalité continue une réalité immersive continue entre la conception du produit et sa fin de vie, en fait, puisque derrière, même, on va imaginer la fin de vie, on va concevoir la fin de vie du produit, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend Naval Group, ils conçoivent aujourd'hui un bateau, mais en se disant comment ce bateau-là, je vais le démonter demain. Quand on conçoit une voiture, comment je vais effectivement gérer, recycler la vie, et là, c'est le continuum. Merci Bernard. Excuse-moi mon ami, peut-être été un tout petit peu... Non, mais c'est parfait. Frédéric, comment est-ce que tu vois ces évolutions? Tu les as vécues aussi? Alors c'est intéressant de travailler sur le mot. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une révolution? On parle de transformation, mais comme on parle de choses de tellement nouveaux qui va être encore plus présent demain, moi je crois que le mot révolution est quand même le bon mot. Est bien choisi, oui. Parce que ce qu'on voit là, en fait, ça change la nature des choses. Alors oui, et ça crée réellement des opportunités pour tout le monde. La chance que l'on a, nous, ou un mojo qu'on s'est donné chez Expérience 4, c'est plutôt de travailler pour les petits. Les petites PME, les petites PMI, les ateliers de luxe, la boutique de centre-ville, et de leur donner des outils qui leur permettent d'être compétitifs par rapport aux grands, ceux qui n'allument pas la lumière à Noël dans nos rues, par exemple. Okay,
Et donc voilà. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai entendu, on parle beaucoup de technique, et on peut avoir un langage très très technique. Oui, j'essaye de résister, mais c'est pas évident. Non, mais c'est intéressant. Et donc par contre, vous allez voir, j'ai 2-3 slides. Allons-y rapidement. C'était surtout pour nous partir sur la notion d'usage. Alors. Ce slide, il ne faut surtout pas le lire. Ah non, il y a simplement, illisible, il y a simplement 3 messages. Non, c'est intéressant. Ça, c'était tout ce qui sortait dans Usine Digitale en 3 semaines et qui montrait à quel point la réalité virtuelle, ça faisait partie maintenant des mœurs et depuis longtemps. L'image forte, c'est Facebook. Facebook, c'est maintenant depuis 1 an et demi, plus de 20% de la population de ses employés qui ne font que de la VR et on n'a encore rien vu sortir. Donc, on va être en phase d'un tsunami là quand même, et quand les applications vont apparaître, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va en sortir. Le point important, on a parlé d'évolution. Ce que je note aujourd'hui, c'est quand même assez non structuré, dans le sens qu'il n'y a pas de normes. Le législatif, il est encore un peu absent, ce qui nous donne nous, en tant que centre de recherche, des obligations et on a entendu le mot éthique aujourd'hui. C'est vrai qu'on est obligé de s'imposer une éthique dans cette révolution. Et je dirais que c'est vraiment pour le coup un défi notamment pour les industries de faire le saut. Et j'aime bien repositionner ce défi par rapport au gros défi du moment, notre planète, la santé. Et donc quelque part, chaque fois qu'on fait un pas, c'est important peut-être de ne pas oublier ça et d'aller vers les vrais sujets du moment. Alors ce slide, très rapidement, pour nous, la révolution, elle est arrivée il y a quelques temps, l'arrivée des casques autonomes, qui, pour un coût de 350 €, vous permettent de faire de la réalité virtuelle dans des termes de qualité assez intéressants, et de la réalité virtuelle professionnelle. On voit apparaître maintenant la 5G, le web VR, qui vont permettre de diffuser, pour le coup, cette... En fait, c'est un Internet immersif qui est en train d'arriver. On est réellement, maintenant, on n'a plus besoin d'avoir un ordinateur avec une carte graphique. Maintenant, vous avez un casque, je parle du Quest, mais il y en a plein d'autres autonomes. Vous le connectez à votre Wi-Fi, vous pourrez consommer du contenu. Ce qui veut dire que ce sera grand public ou ce sera professionnel, selon le contexte. Ça l'est déjà très grand public aujourd'hui grâce au gaming, ça l'est demain, et ça l'est déjà aujourd'hui dans le professionnel avec des petites applications. Lorsqu'on parle de VR, nous on regarde à travers le fait d'avoir des process 4.0. Et donc, ces process, pour nous, c'est d'abord l'agilité, le fait d'être ubiquite. On n'est pas lié à un endroit. On peut consommer quand on le souhaite, à n'importe quel moment. On est plutôt plug and play avec des jumeaux. Et puis, on pourrait délayer le nombre d'applications. Je vais regarder dans les faits. Alors, nous, on regarde beaucoup le retour sur investissement et les usages. Et donc, les activités essentielles aujourd'hui, ce serait plutôt cette notion de revue de projet, où on sait convertir 84 formats, Katia en fait partie, Dassault va être content, en monde immersif dans lequel on peut se promener, prendre des mesures, faire des photos, et donc partager cela avec comment dirais-je, ses collègues. Alors, très intéressante, on rentre maintenant dans le remote VR, dans le sens qu'une personne ici à Metz, derrière son ordinateur, peut faire vivre une expérience à quelque part à Toulouse, et d'être en temps réel audio et vidéo avec cette personne. Donc on sait maintenant diffuser grande échelle. On va remercier l'accélérateur Covid pour cela. Les formations, bien sûr, ça c'est vraiment le point ou le retour sur investissement. Juste un point, il y a une grande convergence entre ce que, par exemple, Facebook a sorti avec Workflow, c'est-à-dire on commence à avoir dans le travail finalement ces outils qui arrivent, des scénarios où il y a des avatars finalement. Donc là, ce qu'on a montré, ce que tu as montré, c'est vraiment des choses qui existent. En fait, on n'a pas attendu Facebook. Alors, tout ce que je montre, c'est quelque chose qui existe sur étagère et qui est disponible. Mais c'est vrai, la problématique que tu lèves, qui sont les avatars, la capacité qu'on a à s'accepter, est une question sur laquelle les millénials ont beaucoup plus de simplicité. C'est ce que disait tout à l'heure David, pour eux c'est évident. On peut passer quelques minutes à accepter son visage le matin.
eux, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on peut faire des choses vachement plus sympas. On peut faire des activités en moi-jeu, faire du podium de Fashion Weeks, par exemple, avec la robe qu'on a choisie. Donc voilà. Donc, là aussi, il y a une question de génération finalement. Il y a quand même des éléments de rapport à la techno et rapport à son image. Bon, formation, rapidement, les retours sur investissement, mais on les a quand la formation est répétitive. Okay, je suis à la tête du démantèlement d'une centrale nucléaire. C'est 600 personnes que je dois accueillir sur un mois. Les 600 personnes, il faut leur apprendre toute la sécurité. La circulation sur le site, c'est important d'avoir de la VR. Et aussi, ce que tu mentionnais, Bernard, tout ce qui est dangereux, les activités où on a besoin d'avoir une acquisition des gestes et de pouvoir le répéter dans un autre endroit. Alors le showroom, ça c'est vraiment l'avenir, parce que maintenant on a tous vu en industrie des showrooms dans lesquels on invitait des clients, les clients ne viennent plus, donc on doit se déplacer avec le showroom, le remettre à jour, et c'est là où on rentre dans maintenant des approches de VR Shop que nous permettent maintenant la 5G, qui sera le magasin qui se construit pour la personne qui rentre dans le casque à l'endroit où elle se trouve. Et donc ça, c'est extraordinaire parce qu'on arrive à mélanger à la fois de l'immersif d'image, autant qu'on s'est rajouté maintenant du temps réel. C'est donc comme dans le jeu vidéo? Alors, oui. C'est comme si j'étais un joueur? Oui. Et j'arrive dans un lieu qui se crée autour de moi. Le casque nous aide à te reconnaître. Okay. Va puiser dans le CRM tes habitudes. J'aime bien et on ne te telle équipe de foot ou telle... Exactement, et on va te présenter que ceux qui te concernent. Okay, on va certainement aussi regarder ton passé d'achat pour dire, attention, dans tel ou tel domaine, là tu dois être à court de quelque chose, et donc on va te proposer, c'est une grille Excel, ou une recommandation à la Amazon, on va les citer. Oui, c'est une où il recommandation. suffit d'appuyer, ça part. Mais par contre, parce qu'on connaît, mais voilà nos recommandations, voilà ce qu'achètent les autres, et voilà les propositions, autant que voilà un moteur de recherche qui te permet de... Est-ce qu'on n'est pas là, dans ces exemples, et dans ceux qui ont été en train de toucher ce qui excite tant Zuckerberg, c'est-à-dire qu'en fait, Facebook est déjà là avec toutes ces datas, il a absolument envie, et on sent que les autres aussi, de pouvoir nous les mettre dans l'espace, en fait. Alors, spatial computing, quoi. Oui, Alexandre, tu mets le doigt exactement sur la problématique actuelle. On voit des monstres arriver avec des plateformes et des moyens inouïs. C'est là où il est important que nous travaillions ensemble. Je vois par exemple tout l'effort qu'on fait en Alsace, et là je félicite les start-upers pour notre capacité à travailler ensemble. On se connaît tous. On a déjà des projets ensemble. Récemment, je faisais le point avec Holo 3. C'est à peu près 1 200 000 € d'appels d'offres qui ont été gagnés entre start-upers de la région. Et sur Paris en plus. Alors là, c'est quand même... Donc c'est un travail collaboratif. En fait, pour résister, pour se réinventer, il faut travailler ensemble avec des... C'est une obligation parce que les gros sont en train d'arriver. Et je crois qu'il sera intéressant très important, tu nous invites à parler dans un contexte de culture. Oui. Et il est très important de comprendre que c'est notre culture qui va nous sauver. C'est le fait de répondre à nos besoins à notre manière qui fait qu'on saura apprécier nos outils et qu'on va garder un savoir-faire VR à l'intérieur de... Et en fait, c'est tous les savoir-faire. On a pris l'exemple du CERFAV, mais en fait, c'est toute la question du savoir-faire, de la transmission qui se pose. Le CERFAV, c'est le slide qui suit. Ah bah, j'ai pas fait... Alors ça, c'est le résultat d'une étude, et c'est un travail très particulier. Une étude qui a été financée par l'Institut MICA, qui a été piloté par O3, sur lequel nous sommes capables, ça c'est la bonne nouvelle, maintenant d'acquérir des gestes fins jusqu'à la dernière phalange, et donc de les digitaliser, de les mettre au capital des ateliers. Après, on peut travailler ensemble. Attends, ça veut dire que ce que tu as enregistré, c'est digitalisé, le geste. Exactement. Et au capital des ateliers, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on acquiert les gestes et on sait après restituer un jumeau numérique du geste. D'accord, ce qu'on a vu tout à l'heure dans Exactement. le CERFAV. Qui est déjà une très bonne première étape. Donc quelqu'un qui reprend ce geste peut apprendre à partir de là. Exactement. On voit la problématique du patron d'un atelier qui voit sa personne partir à la retraite et qui se dit « zut, j'ai 30 ans de savoir-faire qui viennent de disparaître ». Faisons simplement déjà l'acquisition des gestes. Et là, nous, on mixe 4 différentes technos. Ça donne le vertige, en fait, quand même. Ça veut dire qu'on pourra garder les gestes de la personne, les transmettre. Ah oui, mais on voit maintenant, je pense qu'on va voir apparaître assez prochainement une SACEM du geste.
parce que c'est quand même la valeur. On pourrait aussi faire la même chose pour un pianiste ou pour... Mais exactement. Dès lors, et là, aujourd'hui, on a des problématiques de sport. Le basket, le panier à 2 points, le panier à 3 points, ben, en réalité virtuelle, c'est pas simple. Hein. Ouais. Et donc, ça maintenant, on sait maintenant le capitaliser en vue, à terme, de faire de la formation et d'inviter les millénials à devenir c'est des tailleurs de diamants ou des couturiers en haute couture. Donc voilà un peu le champ des possibles. Okay. Alors la prévention des risques aussi, ça c'est très intéressant parce que j'ai découvert qu'en lançant... Alors là, on a pris des risques de lancer des applications sur le marché et de voir à quel point elles étaient consommées. Là, c'est simple, c'est des grands espaces dans lesquels on voit apparaître des risques, une vingtaine de risques. Une fois que vous êtes sur le point d'intérêt, vous constatez le risque et vous avez un PowerPoint avec des questions qui sont posées. Vous répondez correctement, vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous avez un échec, vous vivez l'accident. Là, c'est un peu ludique, disons qu'on joue. Alors, mais il y a des... Alors, je dirais, et ça me plaît de terminer avec ça, c'est ça, je dirais, l'importance de la VR. La VR, si on regarde bien, l'aspect purement technique du casque, ça va évoluer, on le sait. La texturisation de représentations existantes, c'est de la technique. Partout sur la planète, on saura le faire. Par contre, ramener du cognitif, savoir quel est le message que je veux que la personne garde après l'expérience, c'est ça où il y a réellement de la valeur. Et nous, alors, on voit ça, comme je dirais, c'est quand même le savoir-faire de notre société, c'est d'abord savoir créer un confort dans l'expérience, déjà ne pas être malade, hein, ok. Et puis après, et ça c'est rare, il faut quand même le reconnaître, puis après, travailler cette notion d'engagement, la personne, elle nous confie son cerveau, et pendant 20 minutes, on va on confie son cerveau, et ce que disait tout à l'heure David, il nous confie en fait les parts limbiques, les parts instinctives. Ce qu'on appelle l'engagement. Et après, on va rentrer dans la nouvelle, je dirais, dans l'avenir de ça, qui sera certainement de travailler sur l'engagement et les émotions. Les émotions. Et le monde de captation, alors aujourd'hui on a des projets avec le CNRS dans le sud de la France sur le fait de collecter. Alors regardez un casque c'est un capteur, ouais. Comme un smartphone. Okay, donc, il y a des applis à l'intérieur, mais il va y avoir une captation possible. Il y a déjà des casques qui le permettent, où on sait collecter, d'abord traquer vos yeux, comprendre votre état de fatigue, de stress. On sait aussi maintenant collecter des informations comme votre pouls, comme votre tension. Et donc finalement, un pilote, je prends l'exemple de Dassault, il aura bien acquis, il saura faire sa formation si dans des cas de simulation un peu extrême, on voit que le cœur reste stable et qu'on voit qu'il maîtrise ses émotions. Okay, idem pour un étudiant du CERFAV, lorsqu'il fait un geste. Pouvoir faire l'examen et faire le geste parfait, c'est génial, mais dans quel état il l'a fait? Est-ce qu'il y a de la chance? Donc voilà des éléments qu'on va pouvoir ramener dans ce domaine. Et on voit, et là pour terminer, on voit sur une vision quand même dans le domaine de la culture, puisqu'on traite des émotions, on va pouvoir demain travailler sur un peu de la dictature des émotions. Ah, c'est le danger. Et je pense que le danger, c'est très simple. On est en train aujourd'hui de travailler avec le Racing Club de Strasbourg sur le fait de pouvoir relayer une caméra qui est positionnée sur un siège, envoyer l'image en dehors du stade. Temps réel, aucun travail sur l'image, il n'y a que du temps réel. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on amène au stade, c'est de dire, voilà, pendant tel ou tel moment, la satisfaction du client était au maximum. Et donc, visiblement, quand vous faites la somme, on va partir sur 30 casques, quand on fera la somme de ces 30 niveaux de satisfaction, il y a très forte chance que dans 5 ou 10 ans, le coach, il ait une tablette en disant, je vais devoir faire rentrer tel ou tel joueur. C'est un scénario qui fait un peu peur, mais qui est possible. Je vais te couper, tu es extraordinaire, tu es un extraordinaire conteur. Je communique une passion. Oui, c'est vrai. Et on va recevoir Gilles Nopol, qui va entrer et nous parler aussi de ce qu'il fait dans le gaming. Merci. Merci Gilles. C'est un premier panorama. On a vraiment voulu
partager avec les participants au KIF, tous ceux qui ont, comme disait Frédéric, comment dire, cette curiosité culturelle, mais aussi pour comprendre ce qui se passe, de montrer l'étendue de ce qui est en train de se passer, à la fois un acteur comme Dassault, qui est un acteur global, des acteurs qui ont une vraie façon de travailler ensemble. Et toi, je trouvais qu'il y avait aussi une dimension assez formidable, à la fois parce que tu joues avec la technologie depuis longtemps. Tu peux nous raconter un peu qui tu es, quel est ton parcours? Oui, du coup, merci de m'avoir invité. Du coup, moi, je suis Gilles Neupel, je suis donc le gérant de la société Almedia et cofondateur aussi. Ce qui caractérise vraiment Almedia, c'est le serious game, hein, justement, c'est quelque chose qui a déjà été un peu cité auparavant. Le mélange du pédagogique, justement, de ce qu'on appelle des learning games, justement, avec le jeu. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut appeler de la gamification aussi, ou de la ludification. Et je voulais peut-être présenter aujourd'hui justement 2 exemples sur lesquels on a vraiment travaillé dans le domaine de la réalité virtuelle et justement sur lesquels on a ajouté cette fameuse gamification, ce côté jeu vidéo qui arrive de plus en plus. Oui, je trouvais que c'était intéressant après avoir vu ce que l'industrie fait, d'avoir vu qu'il y a des passerelles, de voir justement que le jeu finalement, qui est d'abord la première industrie culturelle, hein, tout le monde l'oublie, est en train de permettre aussi l'éducation. On aura une séance sur l'éducation demain, mais c'est ce panorama qui est passionnant. Donc, qu'est-ce qu'on apprend grâce à Almedia ? Alors, par rapport à Almedia, en global, vraiment, comme je dis, ce qui nous caractérise, c'est le jeu. Et on peut apprendre plein de choses différentes. On l'applique en fait de manières différentes. On a vu pas mal de technologies déjà ce matin, justement, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée aussi. Nous, on utilise aussi d'autres technologies, alors qui sont peut-être simplement de la réalité tout court, hein, puisque par exemple, on utilise des choses comme des jeux de plateau, des jeux de cartes, des choses comme ça, pour pouvoir aussi faire apprendre. Donc c'est vraiment très très varié. On utilise aussi des choses qui relèvent vraiment du jeu vidéo, comme de la scénarisation interactive, hein, pour créer dans le domaine de la formation des e-learning scénarisés. Donc l'idée, c'est vraiment pas que de prendre justement cet aspect immersif, mais vraiment en global, si on peut dire. Oui, c'est un des éléments de l'histoire. Voilà, de créer ça. Donc concrètement, là, qu'est-ce qu'on voit ? Alors là, ce qu'on voit du coup sur cette photo, c'est ce qu'on appelle une Portable Power Solution. Alors, c'est pas très portable, je le conçois, hein, du coup. C'est pour un client dont vous devinerez peut-être du coup le nom, on le voit en partie sur un élément. Oui, on devine. Du coup, et en fait, sur cet élément, alors du coup, cette Portable Power Solution donc, permet de déployer justement de l'énergie du coup sur de longues distances dans le désert. Et ce client souhaitait là justement le présenter de manière interactive. Donc on est bien avec un industriel. Exactement. Qui a envie d'utiliser ces technologies pour faire avancer la formation interne. Tout à fait, du coup. Même dans un premier temps, si on peut dire, de présenter. C'est-à-dire même pas on est dans un ce que disait tout à l'heure David, c'est avant même... Exactement. Okay. C'est vraiment juste de présenter justement cette nouvelle type d'installation et de permettre justement à l'utilisateur, en réalité virtuelle, de se déplacer à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, que vous pouvez voir sur l'image, justement, ça, c'est le point de vue plus first person, donc à la première personne lorsqu'on a le casque. Et ce qui est intéressant justement sur cette réalisation-là, c'est que, comme je l'ai dit juste avant, en fait, on avait une application qui servait avant tout à de la présentation. Donc ça, c'était le niveau 1, si on peut dire. Et peu à peu, justement, lorsqu'on a livré cette première application, par la suite, le client s'est rendu compte du potentiel un peu de gamification. Et même aussi du potentiel de formation. Donc le fait qu'il n'y ait pas que, si on peut dire, on ne puisse pas que utiliser cette application de réalité virtuelle que pour la présentation sur salon commercial. On pouvait aussi, par exemple, développer peut-être des choses qui étaient plus de l'ordre de la gamification. Ça ressemble un peu aux Sims, quoi. Non, oui, si on peut dire, en fait. C'était justement la version 3, ce que j'ai écrit du coup. Donc ça, c'est intéressant, parce que la deuxième version, dans la première version, présentation pure, deuxième version, était vraiment plutôt basée avec des petits éléments de gamification, comme par exemple une maquette qu'on peut manipuler, le fait aussi qu'on puisse prendre la montgolfière qu'on a vue auparavant et justement se déplacer à l'intérieur. La version 3, justement, a commencé à inclure tout cet aspect avec des personnages comme ça qu'on pouvait mettre à un certain endroit et voir justement la bonne pose, si on peut dire, du personnage, comment justement utiliser tel ou tel camion, tel ou tel élément justement de la Portable Power Solution. Et donc on a vraiment eu 4 versions différentes qui à chaque fois utilisaient la gamification pour présenter, pour pouvoir étendre un peu le spectre, l'objectif justement de cette application, passer de la simple présentation justement à la formation. Là, ce sont ce sont des créateurs qui travaillent avec toi, vous faites les scénarios. Enfin, est-ce que ce sont des gens qui viennent du jeu? Parce que dans le cas du CERFAV, il y a ces jeunes qui sont formés. Donc là aussi, c'est des gens qui viennent du jeu vidéo qui travaillent. Nous, c'est beaucoup des développeurs du coup, et aussi des game designers, donc c'est-à-dire des concepteurs de mécanismes de jeu,
Moi-même, justement, il y a une bonne dizaine d'années, j'avais fait des études dans ce domaine-là. Et l'idée, comme dit, c'est d'exploiter ces mécanismes et c'est une veille constante. Moi, effectivement, j'ai déjà un peu une dizaine d'années, si on peut dire, de retard, si on peut dire, par rapport au nouveau maintenant. Mais c'est une veille constante puisque les jeux évoluent constamment. Il y a des nouvelles technologies, des nouvelles choses, même simplement en dehors de la technologie, des nouvelles manières de jouer qui apparaissent et sur lesquelles, justement, on peut se baser pour pouvoir faire des actions de formation et de présentation. Là, qu'est-ce que c'est Ça, justement, alors vous l'avez peut-être déjà vu avant, c'est justement le CRIS de Wissembourg avec la personne du coup justement qui s'occupe de la formation sur les vitraux du CERFAV, justement. On va reparler de ce projet-là. C'est très bien. Et pour pouvoir présenter ça un peu plus en concret, le voici justement en réalité virtuelle. Alors, est-ce que pour ceux qui ne sont pas de la région Grand Est, tu peux expliquer ce que représente le CRIS de Wissembourg? Le CRIS de Wissembourg, c'est, il me semble, alors, le plus vieux vitrail du coup qui est encore conservé. Donc voilà. Il est de l'ordre, alors la date c'est 400 ans si je ne me trompe pas. Donc on ne peut plus le manipuler, on ne peut plus y toucher, c'est une pièce... Alors, si, justement, on peut le manipuler, vous l'avez vu sur la photo d'avant, enfin, tu l'as vu, du coup, on peut justement le manipuler. Par contre, en réalité virtuelle, ce qu'on peut faire, c'est justement le recréer, étape après étape. Et là, pour le CERFAV, comme David l'avait rapidement présenté juste dans la conférence d'auparavant, eh bien, nous, on a créé, alors ce que vous voyez, c'est un peu la version prototypale, la première version, comme j'ai dit avant, en fait, un espèce de manuel d'opération pour pouvoir recréer ce Christ de Wissembourg tel qu'il a été fait à l'époque. D'accord. Donc le savoir-faire de l'époque. Exactement, on retrouve justement ce savoir-faire. Alors vous avez vu sur la présentation, l'image d'avant, le fait justement de tracer un peu justement ces différents morceaux. Après, non, il y a le fait de découper justement, de recréer, d'exploiter, de tailler le verre justement pour obtenir la bonne forme. Et du coup, eh bien, l'image suivante, du coup, présente directement le geste en lui-même. Et là-dessus, on s'est basé justement sur des captations 4D qu'on a pu intégrer à l'intérieur de notre moteur de réalité virtuelle. Et sur lequel on a permis justement à l'utilisateur de pouvoir positionner ses mains. Alors, c'est encore une première version, c'est une version assez vieille celle-ci par rapport aux technologies que David a présentées auparavant, qui sont quand même des captages de mains justement et de doigts très fins. Mais ça nous permettait déjà d'avoir un premier élément justement gamifié à l'intérieur du jeu, sur lequel voilà, on allait recréer vraiment à la fois le vitrail et en même temps les gestes qui permettent de créer le vitrail. Donc là, ensuite, à quoi? Enfin, ça sert à la formation, ça sert à... Là, on est dans un contexte de formation, et justement, comme je vous l'ai présenté, ça, c'est la V1. Je n'ai pas des photos justement de la V2, mais néanmoins, elle est beaucoup plus gamifiée. Dans la V2, justement, du jeu, on se base sur des éléments similaires, on va recréer justement ce vitrail. Par contre, là, on va avoir un contexte qui est vraiment du côté de l'environnement complètement fictionnel. Alors, ce que j'appelle fictionnel, c'est quelque chose qui n'est pas en lien, justement, de base avec le contenu pédagogique, c'est-à-dire ce qu'on a distillé à travers, justement, l'application de Serious Game. Et là, on va être dans un contenu fictionnel qui est presque de l'ordre des jeux vidéo type Assassin's Creed. Ah oui, carrément. Vous allez incarner quelqu'un, justement, qui va remonter, si on peut dire, en partie dans le temps, il va devoir recréer, justement, tout ça. Donc la boucle est bouclée, en fait, puisque ça vient du jeu vidéo, et maintenant, on commence à aller vers des scénarios qui ressemblent, avec les mêmes impacts, c'est-à-dire que ce sont les jeunes qui vont les utiliser. Oui. Voilà. Et faire découvrir, justement, vraiment, comme l'a dit David, les métiers, justement, et les gestes pour le CERFAV. Et là-dessus, vraiment, on obtient quelque chose qui a un rendu beaucoup plus fort, beaucoup plus proche, justement, de celui des jeux vidéo, et qui nous permet, comme tu l'as cité, d'attirer les nouveaux publics. Voilà. Bon, merci beaucoup. Ça a été une présentation très forte entre David, qui a cette vision mondiale, et puis tous ces acteurs qui inventent en permanence. Ça, je sais, soulève beaucoup de questions, mais c'est la première fois qu'on essayait dans le kiff de parler avec les acteurs de l'industrie ou tous ceux qui sont au milieu. Vous avez été vraiment formidables parce que vous avez accepté le jeu didactique. J'ai volontairement relancé en permanence pour ceux qui ne connaissent pas. Et je trouve que ce qui est formidable aussi, c'est que ça a permis de poser les jalons de ce qui sont les défis que la culture va avoir et aussi montrer qu'il y a déjà des interactions entre le jeu, entre l'éducation, entre la formation et toutes ces technologies et toutes ces opportunités que finalement l'industrie est en avance en fait. Hier, on disait que c'est de l'imaginaire que naît l'industrie et là on voit que l'imaginaire a des leçons à recevoir de l'industrie. Merci beaucoup à tous et vraiment un grand merci à toute la région Grand Est qui s'est mobilisée autour de nous. Merci. Merci Alexandre.